Alors, c'est une réforme qui fait hurler tous les syndicats de salariés. Et pour le gouvernement, c'est un moyen d'atteindre ce taux de chômage de 5% en 2027. Donc, des syndicats qui crient au scandale. Est-ce que cette réforme va trop loin? On se pose la question avec vous. Thierry Fabre, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. La philosophie de cette réforme, il faut quand même l'expliquer, qui est portée donc par Olivier Dussopt, qui entre en application 1er février 2023, c'est de faire varier la durée d'indemnisation en fonction de l'orientation du marché du travail, si c'est bon ou si c'est moins bon. Concrètement, quand le chômage baisse, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a des créations de jobs, 400 000 cette année, on coupe la durée d'indemnité pour réduire la tension sur le marché du travail. Ce raisonnement-là, est-ce qu'il tient la route? Est-ce qu'on sait vraiment si ça marche ou pas? Est-ce que c'est documenté? Même si on se dit que, bon, comme ça, c'est pas choquant non plus. Hein. Alors d'abord, ce système Après, existe. c'est très ennuyeux pour celui qui se fait sucrer 25% de ses indemnités. C'est clair. Ce système existe, notamment aux États-Unis et au Canada. On l'a vu lors de la dernière crise, en 2008, les Américains avaient augmenté la durée d'indemnisation pour faire face à l'explosion du chômage, et là, ils l'ont réduite. Donc, la petite particularité, c'est que la France s'inspire de ce système, mais le fait à moitié, c'est-à-dire qu'on dit, si ça va mieux, on baisse la durée d'indemnisation de 25%, mais si ça se dégrade, en fait, on revient au niveau initial. Ça ne s'améliore pas. Non, parce que le gouvernement... Ah oui, on revient. C'est-à-dire que voilà, on baisse de 25 si ça va mieux, mais si ça se dégrade, on revient à notre niveau d'aujourd'hui, oui, mais pas plus. Pourquoi? Parce que le constat, c'est de dire qu'on a un système déjà très généreux. C'est la différence avec le système anglo-saxon. Tout à fait. On est à 24 mois d'indemnisation en moyenne, et donc avec le Danemark et les pays d'Europe du Nord, on fait partie des plus généreux, et donc ce sera quand même toujours moins. Mais alors, est-ce que ça marche? Il y a quelques études, notamment en France, une étude de M. Lebarbanchon de l'École d'économie de Paris, qu'on cite tout le temps, mais qui date un peu d'une dizaine d'années, mais c'est le seul à avoir évalué si le fait de baisser la durée d'indemnisation incitait à la reprise d'emploi. Et il se rend compte qu'effectivement, quand on s'approche de la fin de la durée d'indemnisation, on voit une augmentation du taux d'emploi. On est un peu plus actif pour rechercher un boulot. Voilà. Pardon de le dire simplement. Non, mais il y a un truc qui se passe dans le comportement qui fait que quand on sent... C'est humain. Voilà, on sent que la durée, la fin s'approche, donc il y a sans doute une recrudescence d'activité. Quand on sent le coup près, on se dit bon... Voilà, alors c'est sûr que ça ne fait pas plaisir aux syndicats notamment, mais c'est dans l'opinion, en tout cas, c'est très populaire. C'est-à-dire que les gens partagent cet avis. Il y a plusieurs sondages qui montrent que les Français sont plutôt favorables à cette réforme, et donc de mettre la pression sur les chômeurs, et le gouvernement l'a choisi 2 fois. Il y a eu une première réforme, il faut s'en souvenir, sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui serrait la vis aux chômeurs, et donc rebelote, il l'avait annoncé avant en 2022, il met un coup de pression sur les chômeurs, avec derrière l'objectif de faire face aux pénuries d'emploi, ce grand paradoxe français qui fait qu'on a un taux de chômage quand même beaucoup plus élevé que la moyenne, et on a des pénuries d'emploi qui sont à un niveau historique. Exactement. Pratiquement, je redonne l'histoire, mais 25% de réduction de la durée d'indemnisation à compter de février prochain. Donc si on a droit à 1 an d'allocation, bim, on passe à 9 mois. C'est violent, disent les syndicats. Hein. Alors c'est violent, ça peut faire mal, c'est-à-dire que dans certaines situations, ce qui est un peu le problème de cette réforme, c'est un peu indifférencié, c'est-à-dire que moi je suis toujours choqué par ces mesures qui sont incitatives, mais qui s'appliquent à tout le monde. J'ai étudié il y a quelques années le modèle danois, qui est aussi très généreux, mais qui, lui, se différencie par rapport à la France, c'est le suivi des chômeurs. C'est-à-dire qu'au Danemark, dès que vous êtes au chômage, vous êtes pris en charge, contrôlé chaque semaine, et donc vous avez des agents du Pôle emploi danois qui regardent si vous êtes actif ou pas, mais ils le font tout de suite. Nous, on a beaucoup de critiques sur notre agence pour l'emploi, plusieurs rapports ont dénoncé justement son inefficacité, ce qui fait qu'on n'a pas un système avec un suivi très précis des demandeurs d'emploi. Donc la seule solution pour inciter au retour à l'emploi sont des mesures générales et qui donc sont un peu indifférenciées. Et vous avez peut-être vu Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui dénonce la mesure et notamment qui souligne le fait qu'elle concerne les demandeurs d'emploi en formation. C'est-à-dire que vous êtes en formation, vous avez fait le choix de vous former et vous êtes aussi pénalisé par ce système. Il a raison pour le coup là. Non, pour le coup, il a raison. C'est-à-dire que c'est un peu un système bête et méchant. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit allez, on resserre, il y aura un effet général et effectivement sans se poser la question de cas particuliers. Ouais, on rappelle que si le chômage repasse au-delà de 9%, c'est ça le chiffre, hein, on revient donc aux règles actuelles, enfin anciennes, quand on sera au 1er février. Il y a cette équation, et vous l'avez évoqué à demi-mot Thierry, cette équation
qu'il y a de quoi irriter ou énerver quand on voit 3 millions de chômeurs face à 350 000 jobs qui sont non pourvus. Parce que c'est ça aussi l'objectif du gouvernement, c'est réussir à boucler cette équation, mais certains diront que, ok, un chômeur en fin de droit, il est plus actif dans sa recherche d'emploi, mais si les offres d'emploi ne sont pas pourvues, c'est aussi parce que certains demandeurs d'emploi n'ont pas les compétences, n'ont pas la qualification, parce que aussi dans l'autre sens, les postes vacants, ils sont mal payés, ils sont mal valorisés, ils ont des horaires un peu pourris, et c'est pas juste l'indemnité qui fait... Non, mais évidemment, c'est-à-dire que c'est qu'une partie de la vérité. On sait, cette réforme, elle a marché en Allemagne, par exemple, elle a été très sévère, et donc on voit bien que mettre un coup de pression sur les chômeurs, ça a des effets. Mais c'est pas monofactoriel. Exactement. Quand on voit le problème de pénurie d'emploi, on le trouve où? On le trouve notamment dans la restauration. Et on sait très bien que dans la restauration, notamment, il y a des problèmes de conditions de travail et de salaire. Et d'ailleurs, c'est pas le patronat de la restauration a fait des efforts avec des augmentations de salaire un peu historiques parce qu'il voit bien qu'il n'arrive pas à attirer les compétences. Donc, effectivement, le problème de secteur qui n'arrive pas à recruter, en partie, c'est conditions de travail et salaire. Mais en revanche, certains secteurs qui offrent des salaires intéressants ne trouvent pas preneur. Aussi, pour des raisons de compétences. C'est ça. Alors, donc il y a conditions de travail, salaire et formation. On voit bien qu'on a un problème de formation avec des secteurs où les gens formés sont extrêmement rares. Donc c'est évidemment multifactoriel. Ça aura un effet, mais il ne faut pas imaginer retourner au plein emploi uniquement grâce à ça. Évidemment. Après, je n'en fais pas une généralité, mais c'est pas faux de dire non plus qu'il y a des personnes qui préfèrent être indemnisées plutôt que d'accepter une offre disponible qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est humain en même temps. Bien sûr, c'est humain. Alors, c'est pour ça que la pression pour inciter à la reprise d'emploi, c'est normal qu'elle ait lieu du côté du public, enfin de l'État, qui verse les indemnités. Donc c'est normal, mais tout dépend le type de pression, c'est-à-dire la pression financière, la pression pour se former. Justement, le cas danois est intéressant parce que quand les conseillers du Pôle emploi danois vous mettent la pression, c'est pour vous dire, bon, vous ne restez pas sans chercher. Si vous ne trouvez pas, vous avez une obligation de formation au bout de 6 mois. Ça, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut inciter en disant, vous toucherez moins, on peut inciter en disant, si vous ne trouvez pas, vous êtes obligé de vous former. L'exemple danois, je l'entends depuis 20 ans. Non, mais sauf qu'il marche. Non, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas appliqué ça oui, alors ça c'est une très bonne question. C'est-à-dire la réforme de Pôle emploi, on a essayé de la faire, on n'a pas vraiment réussi à trouver un Pôle emploi efficace. Et c'est ça le problème. La réforme de la formation, elle est relativement récente. Elle commence à porter ses fruits. Apprentissage, il y a beaucoup de choses qui sont C'est ça, mais donc là, ça a démarré. On n'est pas vraiment au fond de la réforme. Effectivement, le modèle danois, il est beaucoup plus ancien que le nôtre. Il a réussi à faire la part entre l'incitation, la coercition et l'investissement sur le demandeur d'emploi avec beaucoup de formation et une indemnisation qui reste généreuse. C'est vrai qu'on déprime un petit peu, je partage votre avis, de voir ces modèles, notamment les modèles nordiques, qui sont toujours cités en exemple et jamais vraiment appliqués. Exactement. Avec encore une fois 3 millions de chômeurs, 350 000 emplois non pourvus. Et on est toujours là aujourd'hui. Certains diront, et les syndicats, à juste titre ou pas, que c'est une réforme surtout pour faire des économies. Alors c'est aussi une réforme pour faire des économies. J'ai vu ce chiffre, c'est chez vous, c'est chez Challenge, je crois 4 milliards d'euros. Oui, non, c'est un chiffre confirmé par an. Mais c'est pas rien, 4 milliards d'euros. Non, mais c'est énorme, c'est même le principal gisement d'économie dans le budget 2023. Donc, comme vous avez vu ce qu'a dit Laurent Berger, arrêtez de nous prendre pour des couillons, je le cite, en disant... Vous faites cette réforme en disant que c'est pour retrouver le plein emploi, mais non, c'est pour faire des économies. C'est aussi pour ça. C'est effectivement, le gouvernement a très peu de gisements d'économies. Il y a les retraites. Pour l'instant, la réforme n'est pas faite. Et là, effectivement, cette réforme qui, elle, à la différence des retraites, est populaire. Donc c'est pour ça qu'elle a été faite en premier. Évidemment. Elle a été faite rapidement. Et elle a aussi l'avantage de faire des économies. Avec des syndicats qui sont très inquiets. D'autant que c'est vrai que le ralentissement économique menace possiblement peut-être une récession en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et donc peut-être un marché de l'emploi qui pourrait se retourner, même si on n'en voit pas encore pour l'instant les prémices. Pour l'instant, on n'en voit pas les prémices. On a déjà parlé dans cette émission, c'est toujours le grand paradoxe de notre économie qui continue à créer des emplois alors que cette période annonce une récession. Donc pour l'instant, on reste dans ce même problème de patrons qui n'arrivent pas à recruter. Et alors pour eux, quand vous croisez un patron, ils n'arrêtent pas de vous parler de ça. C'est-à-dire que c'est le problème depuis déjà pas mal de temps, mais qui s'accentue. On voit vraiment dans les courbes, c'est très intéressant de voir qu'on a un pic historique d'emplois non pourvus. Cette réforme, c'est la question qu'on a posée aujourd'hui, elle est trop dure, elle va trop loin ou elle est nécessaire ?
Alors, elle est nécessaire, mais elle doit s'accompagner. C'est-à-dire qu'on l'a bien insisté là-dessus, c'est-à-dire que seule, elle n'est pas suffisante pour aller au plein emploi et ce serait injuste de faire peser uniquement une pression financière sur les chômeurs. Certains en sont exemptés quand même. J'ai vu intermittents du spectacle, dockers, pêcheurs, personnes licenciées pour motif économique. Alors oui, ça c'est pour faire passer la pilule, c'est-à-dire qu'on voit bien que certains secteurs éruptifs, comme les intermittents du spectacle, ne sont pas concernés. Pourquoi ? Il n'y a aucune justification. Simplement, je pense que le gouvernement n'a pas voulu justement allumer le feu avec cette réforme et donc l'a fait passer en mettant de côté ces régimes un peu spéciaux. On regarde la couverture de cette semaine du magazine Challenge. On va la voir à l'écran. C'est sur quoi? Donc l'affaire EDF, comment passer l'hiver? Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF, arrive dans une situation totalement explosive avec notamment ses réacteurs à l'arrêt. C'est le grand paradoxe d'EDF qui aurait dû profiter du boom du prix de l'électricité et qui se retrouve avec des capacités extrêmement réduites. Et donc il y a un vrai souci de passer l'hiver, comme on dit, c'est-à-dire peut-être de possibles coupures dès le mois de janvier. Voilà, nous a dit RTE cette semaine. Merci beaucoup. Explication signée Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.